Bien, on va y retourner. Donc on entame la 3e session de la journée qui va être le repérage et l'accompagnement médical. On va commencer par un topo sur le thème des conséquences sur la santé des femmes avec le repérage des situations à risque dont on a pas mal parlé ce matin. C'est le docteur Richard Matisse, vice-président exécutif de Gynécologie sans frontières, qui prend la parole pour 15 minutes. Merci, docteur Richard Bédoc, vice-président de Gynécologie sans frontières. Donc, j'ai la lourde charge de vous réveiller avec une voix qui ne porte pas énormément. Donc, n'hésitez pas à faire un petit signe pour mes compères si la voix tombe un peu. Donc, on va essayer de se réveiller. Ah, comme ça ? Ouais, non, faut pas hésiter. Hein. Je vais crier un peu. Donc, je vais vous parler des conséquences médicales, plutôt sur le versant santé femme, gynéco-obstétrique périnatale, des violences conjugales et le rôle donc de ce fait déterminant des professionnels de santé périnatale, mais aussi de tous les professionnels de santé vis-à-vis des victimes de violences conjugales. Alors, je passe rapidement, puisque vous avez déjà vu ça ce matin. Donc, les violences conjugales, 10% sont les violences physiques, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le reste des violences qui ne sont pas pour autant moindres, et au contraire, qui sont aussi difficiles à vivre, sont les violences sexuelles, verbales, psychologiques et économiques. Le but étant pour l'auteur de dominer, d'asservir, d'humilier. Et cette violence s'organise autour d'un ce qu'on appelle le cycle de la violence, dont on vous a peut-être déjà parlé ce matin et qu'on va reprendre tout à l'heure. Donc je passe brièvement, mais ça fait un cycle, une petite révolution avec des différentes phases. Alors, quelles sont les femmes qui sont concernées, puisqu'on est face à un problème de santé publique, donc il va falloir les dépister. Et pour dépister ces femmes, est-ce qu'on fait un dépistage ciblé ou un dépistage généralisé ? Manque de bol, il faut faire un dépistage généralisé parce que toutes les femmes peuvent être concernées. Il n'y a pas de signe d'appel qui puisse nous indiquer, bon, celle-là, il faut lui demander, et pas celle-là. Donc, toutes les femmes peuvent être concernées. Vous, il y en a sans doute dans la salle, mais vos voisines, vos collègues, dans votre famille. Tous les couples aussi peuvent être concernés. Donc, bien sûr, il y a quelquefois des facteurs favorisants comme les différences à l'intérieur du couple, que ce soit de l'âge, de la culture, de la condition sociale, et un gros facteur de risque qui est la grossesse. C'est pour ça donc qu'on aborde ce sujet. La grossesse, pendant laquelle survient 40% des novos des violences conjugales. Donc, et quand elles préexistent à la grossesse est un catalyseur, donc augmente en fréquence et en intensité les violences. Bon. Alors les conséquences de ces violences conjugales sur la santé des femmes, elles sont assez importantes. Donc il y a des conséquences traumatiques secondaires au coup, femmes battues entre guillemets, avec le décès, donc vous connaissez tous le chiffre. Mais aussi il y a des choses qui sont moins faciles à expliquer. Comme s'il y avait une baisse de l'immunité des femmes victimes de violences, celles qui sont toujours sous emprise, sous victimes, qui sont fragilisées, elles ont comme une sorte de baisse de l'immunité. On voit apparaître chez ces femmes soit une aggravation des pathologies chroniques préexistantes, et bien souvent, quand on voit des femmes victimes de violences, il faut se poser la question s'il n'y a pas d'autres pathologies. On peut trouver du diabète, des pathologies bronchopulmonaires, etc. C'est un fait, c'est que ça augmente en fréquence les pathologies chroniques. Il y a bien entendu des troubles psychologiques avec, comme sans doute au niveau émotionnel, cognitif, on en a parlé ce matin, avec une augmentation du taux de tentatives de suicide et une augmentation du coût de santé avec une consommation plus importante de médicaments, psychotropes, anxiolytiques, et puis d'hospitalisation aussi. Donc au niveau de la santé publique, ça a un intérêt et donc il faut s'en préoccuper parce que ça représente un coût. Il y a aussi des journées d'arrêt de travail, tout ça, ça représente un coût. Il y a des troubles somatiques plutôt gynécologiques. Donc au niveau gynécologique, on peut voir des douleurs pelviennes chroniques, on peut voir des lésions après des traumatismes. On peut aussi avoir des consultations pour infertilité, des fausses couches à répétition. Et d'ailleurs, c'est à la suite d'une patiente qui venait pour un bilan de fausses couches à répétition que le président de GSF de l'époque s'est demandé, tiens, c'est pas finalement en rapport avec des violences. Et effectivement, c'était en rapport avec des violences. Il faisait des fausses couches suite à des violences. Et c'est de là que GSF s'est aussi orienté sur ce thème que sont les violences faites aux femmes.
Troubles de la sexualité avec des douleurs pendant les rapports, perte de la libido, l'incontinence aussi, surtout dans les violences sexuelles, quand on a une incontinence de novo, chez une patiente qui a priori n'a pas de raison d'être incontinente, il faut se poser la question des violences sexuelles, l'énurésie, l'encoprésie aussi chez les enfants. Des troubles psychologiques majeurs, ça a été abordé, donc je passe rapidement dessus, mais ça va être repris par la suite. Ce traumatisme que sont les violences conjugales, même psychologiques, est tel que ça entraîne donc des conséquences psychotraumatiques, post-traumatiques. Et tout ça, ça va être abordé par, si je me trompe, voilà, très bien. Donc, c'est l'équivalent d'une douleur psychologique équivalente à un attentat ou un accident de voiture. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez marqué. Et les troubles obstétricaux. Alors, les troubles obstétricaux, parce que souvent, donc là, on est très content de voir que vous êtes nombreux, mais au début, quand on faisait des petits séminaires, on était plus nombreux à cette table que dans la salle. Donc, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de gens. Donc, le but était quand même de sensibiliser les professionnels, et les gynécos en particulier, c'est plus difficile à sensibiliser, sur le rôle qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des femmes victimes de violences. Parce que, pour priori, ce n'est pas leur problème. Comme ce n'est pas notre problème, l'alcool au départ, il y a 30 ans, on s'en foutait, les drogués, on s'en foutait, ils font ce qu'ils veulent. Les violences, ce n'est pas notre fait, on n'a pas besoin d'entendre. Donc, il fallait les stimuler, et comme on connaît les professionnels de gynéco et de sages-femmes, ils sont assez cartésiens, pour ne pas dire binaires. Donc, il fallait trouver des choses pour les inciter à dire vous avez un rôle important, ça peut avoir une influence sur votre pathologie, sur votre pratique de gynéco. Et donc, il y a des complications gynéco. Ah, c'est bien de me le dire. Voilà. Je vais mettre comme ça, alors. Ça va faire des... Donc, il y a les fausses couches à répétition, dont on a parlé. Il y a des grossesses donc, dont le suivi est altéré, avec peut-être des dénis de grossesse, mais en tout cas des premières consultations tardives, des grossesses non prévues, non désirées, avec des demandes d'IVG des fois imposées, des prises de poids moindres pour la patiente, et puis la persistance d'addiction pendant la grossesse, qui en général est une période dans laquelle on peut essayer de diminuer les addictions comme le tabac, l'alcool, etc. Et on note là, par des articles de bonne facture, une augmentation du taux de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, d'urgences comme l'hématome rétroplacentaire ou le décollement prématuré du placenta, enfin des urgences qui sont quand même mortelles pour l'enfant, voire pour la mère, risque de rupture utérine. Et au total, on se rend compte qu'il y a 16% de la mortalité maternelle, donc de mortalité de la mère due à la grossesse, qui serait due à des violences. Donc avec, c'est une définition, mortalité maternelle, mais avec surtout une recrudescence dans la période postnatale. Et quand on fait les premiers topos, effectivement, on a des sages-femmes qui nous font « Ah ben oui, c'est vrai que Madame Machin, elle est décédée, elle a glissé dans sa douche ». Alors, essayer de vous tuer en glissant dans votre douche, vous pouvez vous faire très mal, hein, c'est sûr. Mais se tuer en glissant dans sa douche, c'est pas si évident que ça, ou dans les escaliers. Enfin. Donc, il y a effectivement, ça alerte, et il y a des décès comme ça, un peu ensuite de couche. C'est une période les plus à risque de décès, la période postnatale, et aussi la période de séparation de l'auteur. Donc l'important, c'était de sensibiliser les professionnels de santé périnatale, tous, donc les sages-femmes, les gynécos, mais tous, les pédiatres, les urgentistes, les PMI, les psychologues, les infirmières, les puéricultrices, enfin tout le monde devait être sensibilisé à ce fléau, parce que ça représente quand même 10% de la population. Pendant la grossesse, mais aussi en dehors de la grossesse, il s'agit de ne pas s'arrêter aux professionnels de périnatalité, mais aussi à tous les professionnels de santé et de l'assistance sociale. Donc les sensibiliser, les former au dépistage et les accompagner, parce qu'il n'y a rien de plus stressant pour un professionnel qui va se confronter à cette thématique, de se retrouver seul face à une victime de violence. Déjà, c'est difficile psychologiquement pour lui, mais après, de savoir quoi faire, il faut absolument se faire accompagner et puis entrer dans le cadre d'une formation. Alors, le rôle des professionnels de santé, c'est de dépister les violences, de les diagnostiquer, d'évaluer éventuellement la gravité immédiate, savoir s'il y a un risque mortel pour la
la patiente, de conseiller, bien sûr, de l'informer sur ses droits, sur ce cycle de la violence, parce qu'il faut que la patiente soit aussi consciente qu'elle va avoir des périodes où tout va bien, la lune de miel, mais il faut lui dire que ça va revenir, etc., que ça c'est normal, que ces histoires d'aller-retour, on est au courant, que ça fait partie du processus classique. Donc tout ça, c'est de l'information qu'on peut délivrer gentiment à une patiente pour simplement lui faire part des connaissances que l'on a sur ce phénomène. Et puis l'orienter, bien entendu, vers les autres partenaires du réseau de prise en charge qu'on a vu ce matin. Donc ça peut être la justice, ça peut être les travailleurs sociaux, les associations, bien entendu, et puis d'autres professionnels de santé éventuellement. Alors il n'y a pas de signe d'appel, comme je le disais au départ. Quelques éléments d'orientation peuvent inciter à y penser plus, mais normalement on devrait faire du dépistage systématique. Donc effectivement, si quelqu'un arrive avec des marques, on a vu ce matin que c'était préférentiellement au niveau du visage, au niveau du cou, etc., des manifestations psychosomatiques, la personne qui revient 10 fois pendant la grossesse pour des urgences dont on n'arrive pas à trouver pourquoi elle vient exactement. Toutes ces petites choses doivent faire penser que là, effectivement, il y a peut-être des violences sous-jacentes. Alors, il n'y a pas de signe d'appel, il faut poser la question, même si tout va bien, s'il n'y a pas de signe physique, s'il n'y a pas de signe psychosomatique, il faut quand même poser la question, parce qu'une femme peut venir en consultation, et donc il faut le faire systématiquement à toutes les femmes pendant la grossesse, parce qu'on a vu que la grossesse était un facteur de risque de violence, soit d'apparition, soit d'augmentation ou d'aggravation. Donc il faut poser la question, alors il n'y aura pas de phrase type, chacun trouvera sa propre phrase, mais en gros il faut lui demander si elle a déjà subi des violences. Et puis plus on posera cette question, comme on avait du mal à poser la question, savoir si vous buvez de l'alcool ou si vous fumez, il y a encore très longtemps, maintenant ça paraît complètement débile de se dire j'avais peur de demander à une femme si elle fume, mais il y a 30 ans on était un peu mal à l'aise avec ça. Maintenant donc plus on pose la question, finalement plus ça devient naturel de poser la question. Et les violences, comme l'a fait le médecin dans le film, si on s'interroge sur cette question un peu incongrue, se dire ça fait partie des facteurs de risque de la grossesse. On a vu le retard de croissance, etc. Donc je pose des questions qui sont en rapport avec le facteur de risque. Ça nous permet de nous dédouaner un peu d'avoir à poser cette question. Si on nous demande mais pourquoi ? Et nous, dans le Nord, on a mis une petite case à cocher pour inciter les gens. Donc case à cocher, suspicion de VFF, on ne met pas tout. Alors dans le dossier ou sur la couverture du dossier, ça dépend si on a un dossier partagé ou pas, peu importe. Cette petite case fait partie des questions, de la checklist des questions, tabac, alcool, drogue, etc., drépanocytose, enfin tous les facteurs de risque qu'on peut, et violences faites aux femmes. Donc ça permet aux professionnels de s'habituer à poser la question et que ça devienne un peu assez naturel, et puis vous verrez qu'après la question vient assez naturellement. Alors les femmes, des fois au comportement, on peut voir des femmes enceintes plus ou moins un peu sous emprise, donc un peu presque agaçantes. Il faut savoir que pour le professionnel, une victime, c'est quelqu'un qui n'est pas sympa forcément. On n'a pas envie de... Elle fait rien pour ce qu'on l'aide, quoi. Donc elle est chiante, quoi, en gros. Elle est là, elle est molle, elle dit rien. Donc c'est pas si donc ça faut le savoir pour ne pas rentrer dans le processus de dire finalement qu'elle se démerde, en gros non, il faut savoir que c'est normal qu'elle soit dans cet état un peu craintive, prostrée, etc. Le mari, donc là j'ai mis ça, c'est un peu pour rire, donc c'est le mari qui peut être, ça ne veut pas dire que tout cela sont des auteurs, mais le mari trop prévenant, celui qui est envahissant, qui parle de sa femme, etc., qui répond à toutes les questions, qui est là, ça peut être quelqu'un de très bien, mais ça peut être aussi un auteur. Et puis après, il y a des petits signes, par exemple notre référente départementale nous dit, quand la personne met la main sur l'épaule de sa femme, ça peut être affectueux, mais ça peut être, attention, je suis là. Donc il y a plein de signes comme ça, puis plus ça va, plus on en voit partout. Et à la fin, on se demande si on n'est pas parano, parce que moi, on en voit vraiment partout. Donc on fait la visite, vous voyez une menace d'accouchement prématuré, c'est pas tout à fait classique. Donc vous allez en voir de plus en plus, et puis finalement, vous en verrez peut-être un petit peu en excès, mais vous en oublierez quand même encore beaucoup.
Donc la réponse qu'on peut nous opposer en tant que professionnel, c'est-à-dire ouais, ben, moi j'ai tant de patientes à voir dans l'heure, j'ai les urgences, machin, j'ai pas le temps. En gros, puis si elle me répond oui, je vais me retrouver avec une demi-heure, ça va plomber ma consulte, va falloir que je passe des coups de fil, enfin c'est compliqué. Donc effectivement, c'est une opposition qu'on a souvent. Alors on rappelle que pendant une grossesse, en gros, on voit j'ai compté entre 10 et 18 fois la patiente, entre les consultations prénatales, les échos, la consultation d'ANES, la préparation à l'accouchement, l'entretien prénatal, plus les petites urgences, on voit suffisamment de fois la patiente pour pouvoir trouver un moment adéquat pour au moins lui poser la question, sachant que ça doit être systématique. Donc, une fois qu'on a dépisté, qu'on a établi ce contact, c'est d'être à l'écoute. Et là, il faut être à l'écoute. Et puis, donc, je vous dis, hein, c'est pas si facile parce que le caractère de la victime n'est pas si facile. Au début, en tout cas, ça nous choque un peu. Donc, c'est une attitude ambivalente avec des fois des retours en arrière. On dit qu'elles vont, elles viennent. C'est comme les toxicos, en fait. Hein. Je veux arrêter, et puis finalement, après, ils reprennent. Et puis, voilà. C'est un peu le même morphotype, psychotype, le morphotype psychologique de patientes que les gens sous addiction. Il faut respecter leur autonomie. Donc, on parlait tout à l'heure à table de dénoncer, pas dénoncer, etc., personnalité vulnérable. Il ne faut pas oublier l'autonomie de la patiente. C'est-à-dire que les référentes départementales, quand elles disent cette patiente, ça fait 25 ans que je la suis, 25 ans qu'on lui dit qu'il faut qu'elle sorte de son foyer, c'est elle qui doit prendre la décision au bout d'un moment. On est là pour l'accompagner, mais ce n'est pas à nous de lui imposer. Donc la récupération de sa propre autonomie, c'est un des facteurs de reconstruction. Et donc si nous, on fait autant de violence en tant que professionnels en lui imposant ce qu'elle doit faire, parce qu'elle est incapable, parce qu'elle est nulle, etc., et ben c'est ce qu'elle vit finalement vis-à-vis de son auteur. On peut parler vite fait de la violence que l'on a, nous, en tant que professionnels de l'obstétrique, quand on hurle sur une femme pour la faire accoucher en disant encore, là, comme ça, ou dire, ouais, si ça continue, on va appeler le gynéco, le méchant, là, avec ses forceps. Savoir qu'une femme normale, déjà, ça ne doit pas être très agréable. Enfin, moi, je n'aimerais pas qu'on me crie dessus comme ça, je n'aime pas crier. Et quand une femme a déjà vécu des violences, c'est encore plus douloureux. Donc, on a eu une sage-femme qui a vécu des violences et qui nous dit, quand elle vit son accouchement avec tout ce qu'on lui balance dans la tête comme ça, c'est encore pire pour elle. Donc il faut aussi qu'on soit attentif à notre propre violence et à respecter l'autonomie de la patiente et son écoute. Voilà, donner des conseils, donc préparer son départ. Il faut lui dire que la solution pour l'instant la plus simple, c'est quand même de s'extraire de l'auteur. C'est bien un Mac, hein. Parce que moi, j'ai plus rien non plus. Bon. Donc, de s'extraire de l'auteur. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? J'ai rien fait. Hein. Non, je venais m'assurer que l'écran était allumé. On est en train de regarder. On dit plus Mac, on dit Apple. La vieille génération, c'était Macintosh. Bon. Il est en train. Donc j'en étais où, moi ? Je suis bien mon texte en fait. Préparer le départ. Préparer le départ, donner des conseils. Donc effectivement récupérer ses moyens d'autonomie, donc les chéquiers, tout ça, ça a été confisqué bien souvent. Enfin, ses papiers d'identité, hein, quand les patientes sont étrangères, tout ça, c'est aussi un moyen de pression. Donc essayer de récupérer le maximum d'autonomie financière et administrative. Avoir des numéros de téléphone, avoir des plans d'extraction, disons, d'exfiltration avec les enfants, sans les enfants. Mais quand ça peut vraiment tourner mal, il faut savoir où aller, se réfugier. Et pourquoi pas à l'hôpital, ça on en parlera après, ça peut être aussi une solution. Lui dire qu'elle a le droit de quitter mais que ça ne se fait pas de façon, il faut prévenir la gendarmerie, etc. Bon. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut lui distiller comme conseil, qu'elle entendra peut-être pas au début aussi. Ça, faut savoir que tout on va pas prendre des notes sur tout ce que vous dites et puis tout est acquis. Donc il va falloir répéter plusieurs fois les mêmes choses et les choses vont rentrer sur une mesure. 2, 1, à 0. Bon, on les oriente vers le réseau. Alors on a un rôle essentiel, voilà. Donc déjà c'est le repérer et aussi leur dire une phrase simplement que c'est elle la victime.
et de dire ce qui lui arrive, ça n'est pas normal, et que c'est la première fois qu'elle entendra ça, parce que même sa famille, même son entourage a l'impression que l'auteur c'est le bon mec sympa qui fait toujours des petites blagues, elle est toujours molle dans son coin, là on comprend pas trop, et les parents disent bah il est gentil ton gendre, parce que c'est le bon voisin, c'est le type sympathique, donc personne lui, et elle est coupable, elle se sent coupable de générer cette violence à son égard, donc c'est à nous de dire, parce que c'est la première fois qu'elle entendra, c'est vous qui êtes la victime. Et puis après, orienter, etc. Et ne pas rester seul. Donc là, c'est pour ça qu'on est tous ensemble. Déjà, il fait plus chaud. Et en plus, c'est quand même plus simple de se connaître. Donc là, c'est bien aussi de se voir visuellement, de savoir que la gendarmerie, un tel. Maintenant que vous avez le contact, c'est beaucoup plus simple de passer un coup de fil que d'envoyer une lettre, etc. etc. Donc c'est rester, s'intégrer dans le réseau. Alors, sommes-nous compétents pour ça? Donc on verra après. Et merci pour elle. Voilà, c'est tout. Alors je vous invite brièvement, juste une petite rajoute, à aller sur notre page Facebook, la liker, c'est très important. Comme ça, vous saurez quand les actes vont sortir, vous aurez toutes les informations concernant l'association, c'est bien les colloques violences faites aux femmes, enfin tout un tas de choses, et aussi sur l'émission de GSF. Donc vous êtes 400, si vous récupérez un copain, ça fera 800 likes en une journée, et ce serait très bien. Merci. Et tous les actes de la journée seront disponibles sur le site, moyennant donc un like. Mathilde Delespine va venir nous parler du rôle des sages-femmes pour répondre à la question, une des questions de ce matin, qui travaille, elle est coordinatrice à la Maison des Femmes à Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs du colloque d'avoir pensé à moi pour cette session. Donc c'est plus simple après l'intervention de Richard parce que 45% des diapos ont été traités, donc du coup je vais pouvoir rebondir avec des petits ajouts et compléter. Voilà, donc effectivement le rôle de la sage-femme, il va être dans le même sillon que le rôle d'un gynécologue et en complémentarité. Donc l'idée de l'intervention, j'ai une demi-heure Richard, c'est ça ? 20 minutes. 20 minutes, ok. Non mais c'est bien. Donc, mais comme la moitié des diapos a été faite, c'est bon. J'en avais trop, c'est pour ça que c'est bien. L'idée c'est de vous parler aussi de ce qu'on a pu mettre en place au sein du réseau périnatal NEF, ça veut dire naître dans l'Est francilien, donc c'est la Seine-Saint-Denis et le nord de la Seine-et-Marne, pour être éventuellement que ça puisse inspirer d'autres pratiques de ce type. Et puis à la Maison des Femmes de Saint-Denis, bien sûr, voilà, pour rebondir. Donc l'idée, voilà, on part toujours de la même chose, c'est le repérage systématique. On ne s'était pas concerté, mais voilà, on est d'accord, ça fait plaisir. Et donc souvent, on se dit qu'on va respecter la parole des femmes, parce qu'en plus, on nous a dit qu'il fallait respecter leur autonomie. Donc dire, voilà, on respecte l'autonomie jusqu'au bout, on attend que ça soit d'elles que viennent les propos pour agir. Sauf qu'en fait, quand on pense ça, on oublie que le silence n'est pas son choix. Je rebondis sur la diapositive de Claude ce matin, où le doigt, c'était pas son bras et à elle, c'était un bras poilu, c'était le bras de son conjoint. Et en fait, dans tous les récits d'agression qu'on entend, l'injonction au silence, elle est très souvent présente, soit directement du style « tais-toi, crie moins fort », soit a posteriori, si tu parles, je te tue, ou alors tu vas voir ce qui va t'arriver, ou alors de toute façon t'es tellement nulle, insignifiante, et souvent c'est des mots bien plus humiliants, que personne ne te croira. Et donc en fait, si on respecte le silence, on ne respecte absolument pas le choix de la victime, mais la stratégie de l'agresseur, parce que c'est vrai que si on se met à sa place, on a besoin de continuer à être violent parce que c'est notre mode de fonctionnement, et puis surtout on n'a pas trop envie de se faire choper, ni par notre famille, notre entourage, parfois ils ont un petit peu honte quand même, et puis ni par les services juridiques. Donc plus la victime se tait le plus longtemps possible, plus moi je peux rester dans l'impunité. Donc ils vont tout mettre en place pour verrouiller ce silence. Et donc en soi, même si on ne fait que ça, d'avoir une affiche dans la salle d'attente, d'avoir des prospectus dans la salle d'attente où on dit voilà, moi ça m'intéresse ce sujet, je suis au courant que ça existe les violences et je suis capable d'entendre. Si on accompagne ça d'une question, en soi, c'est thérapeutique. C'est très frustrant pour les professionnels de santé, mais je pense pour tous les professionnels en général, de ne
ne pas pouvoir agir sur ces questions-là. Nous, on a l'habitude qu'il y ait une femme enceinte, par exemple, et des contractions, on lui donne un médicament anti-contraction, un tocolytique, et puis les contractions s'arrêtent. Là, en sage-femme, on est contente, on a fait notre boulot. Forcément, avec les situations de violence intrafamiliales, sexuelles, c'est enquisté parfois depuis longtemps, et donc ça va évoluer différemment. Alors, il y a des situations qui sont plutôt gratifiantes parce qu'on a l'impression d'avoir pu agir relativement rapidement, et puis des situations où quand on reste plusieurs années dans la même maternité, on revoit parfois la femme enceinte revenir à nouveau enceinte du même conjoint violent, etc., etc. Donc voilà, c'est moins gratifiant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas trop envie de s'intéresser. C'est aussi parce que ça nous demande de sortir un peu des cases et des sentiers battus, de réinventer notre posture professionnelle, et que ça, c'est pas si simple. C'est aussi parce qu'on n'a pas eu tant que ça de compagnonnage clinique quand on était étudiant, c'est-à-dire on a peu vu les sages-femmes, les médecins le faire. Madame, est-ce que vous avez déjà subi des violences dans votre vie? Et du coup, c'est comme un accouchement. En théorie, c'est super de l'avoir appris, mais il n'y a qu'en mettant les mains dans le cambouis et en l'apprenant en pratique qu'on peut vraiment le faire en étant aguerri. Donc on va voir comment on peut adopter des petites stratégies pour se jeter à l'eau et poser ces fameuses questions. Donc voilà, ça permet d'ouvrir une porte, de briser la loi du silence, ça a été beaucoup dit depuis ce matin, et aussi qu'elle sache que ce n'est pas hors sujet, c'est-à-dire c'est un sujet d'ordre médical, parce qu'en fait, si elle pense que ça ne nous intéresse pas, elle va nous épargner de ça. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, les jours où vous êtes très en forme et où vous avez une vraie disponibilité psychique pour accueillir la parole des usagers que vous avez, il y a plein de gens qui vous racontent plein de choses, voire moi j'ai plein de femmes qui pleurent, et puis les jours où ça va pas, elles vont toutes bien. Voilà, elles s'adaptent à nos capacités d'écoute. Et on est aussi des êtres humains, on a le droit de pas aller bien, mais voilà, en tout cas, plus on va aller vers, plus on aura des réponses. Donc l'idée, c'est de poser clairement la question de l'existence de trauma antérieur lors d'un entretien avec la femme seule. Et donc ça, je voulais rebondir avec ce qu'a dit Richard, parce que si on pose la question, c'est qu'on est vraiment convaincu que ça vaut le coup, autant que de dépister le diabète de la grossesse ou l'hypertension de la grossesse, par exemple. Et donc, si on pose la question, il faut se donner les moyens d'avoir des réponses. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, dans le couloir où toutes les consultations prénatales ont lieu, se dire, tous là, quand c'est la première fois qu'on voit la femme, en première consultation, on dit à l'accompagnant, je commence la consultation avec madame seule et je vous fais rentrer par la suite. Par exemple, si c'est un conjoint bienveillant qui a envie de s'investir dans la grossesse, on lui dit, monsieur, on va écouter les bruits du cœur du bébé ensemble, on va parler de la préparation à la naissance ensemble, mais après, déjà, j'ai besoin d'avoir un temps d'anamnèse médicale, d'entretien médical, en tête à tête avec ma patiente. Ça permet, en plus, d'aborder d'autres antécédents un peu délicats, comme les antécédents d'IVG, d'avortement, et de fausses couches sans le conjoint, parce que même s'il est très bienveillant, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui concerne la vie d'avant, lui, de madame. Voilà, donc on est plus raccord en plus avec le respect du secret médical. On peut prescrire des sérologies type VIH, hépatite, syphilis, sans une personne à côté, ce qui est aussi plus raccord avec le secret médical. Et sur les questions, sur les antécédents de trauma, on est beaucoup plus à l'aise pour poser les questions, parce que sinon c'est un petit peu contre-productif. Donc voilà, il n'y a pas de bonne question. Donc vous avez déjà eu plein d'exemples avec Richard. Voilà d'autres exemples. C'est comme pour les femmes, on dit la meilleure contraception, c'est celle qu'elles choisissent. Et pour vous, la meilleure question, c'est celle que vous allez choisir, qui ne va pas vous faire violence à vous, avec laquelle vous vous sentez OK. Voilà. Donc la mienne, c'est avez-vous déjà subi des événements qui vous ont fait du mal et qui continuent à vous faire du mal aujourd'hui? Mais il n'y a pas de mauvaise question. Il y a des questions peut-être un peu plus efficaces, par exemple, au lieu de dire « Avez-vous déjà été victime de rapports sexuels forcés dans votre couple ?» de poser la question « Quand vous n'avez pas envie de faire l'amour, mais que monsieur il a envie, ou d'avoir un rapport sexuel, comment ça se passe ?» Là, on aura plus de révélations de violences sexuelles dans le couple que de dire « viol conjugal », par exemple. Ou alors, quand vous vous disputez avec votre conjoint, comment ça se passe ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité à la maison? Ou est-ce que dans votre vie, vous êtes plutôt senti en sécurité ou il y a eu des moments compliqués? Voilà, mais toutes les idées sont bonnes à prendre du moment que quand vous posez la question, vous êtes convaincu de l'intérêt de cette question, vous allez l'assumer parfaitement, il n'y aura aucun souci. Donc ça implique, pour pratiquer ce repérage systématique pour de vrai dans la durée, de lutter contre les obstacles, donc ne pas se cacher derrière le fait qu'on n'a pas le temps. De toute façon, on est tout le temps à la bourre dans nos consultations médicales, ou alors je vous voue un grand respect. Les consultations sont doublées, voire triplées, donc c'est
très compliqué, on est pressé comme des citrons, enfin voilà, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais on ne peut pas se payer le luxe d'attendre d'avoir des conditions de travail formidables pour s'investir sur la question, et en plus c'est vraiment du temps qu'on gagne, parce qu'en tant que sage-femme ou obstétricien, infirmière, voilà, tous les professionnels qui sont dans les salles d'accouchement, on a vu des situations très graves où des femmes, au moment de l'accouchement, revivaient quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait actuellement, soit une excision, soit des violences sexuelles, etc. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit, j'aurais adoré que la sage-femme, elle perde 20 minutes en consultation prénatale pour poser des questions et peut-être faire émerger des choses. Alors parfois, on n'a pas cette possibilité-là parce que les femmes ne se font pas du tout suivre, mais quand même, dans la majorité des cas, elles le font, et du coup, ça nous permet d'éviter, pareil qu'en suite de naissance, là, dans les 48-72 heures d'hospitalisation après la naissance, on doit mettre en place le branle-bas de combat parce que rien n'a été anticipé avant, c'est inconfortable pour tout le monde, il y a un nouveau-né qui est là. Et donc voilà, c'est vraiment perdre du temps à un moment pour en gagner bien plus après, et surtout on gagne de la santé, du capital santé pour tout le monde. Voilà, et donc comment on fait pour se lancer quand on se dit quand même c'est pas trop mon truc. Donc soit on se lance comme ça sans filet et on voit ce que ça donne, soit effectivement les réseaux de santé périnatale ou les équipes de maternité tout simplement peuvent faire ce qu'on appelle des expérimentations du repérage systématique. D'ailleurs, ça se fait aussi dans les services sociaux de circonscription de secteur. J'ai déjà vu à Pôle emploi, ils ont déjà fait ça. Donc on se dit, pendant une semaine, on pose la question systématiquement à toutes les personnes qu'on va voir pour la première fois ou à toutes les personnes qu'on va voir tout court. Donc avec le réseau de santé périnatale du département, on l'a fait dans 6 maternités. Il y a eu un petit peu moins de 700 patientes interrogées. Il y a eu 4% de refus. Donc vous voyez que c'est très faible. En plus, dans les 4%, il y avait la moitié où il y avait le conjoint qui était présent, parce qu'on avait demandé aux consultants, donc sages-femmes, médecins, qui faisaient ces consultations de femmes enceintes, de faire sortir les accompagnants, mais on ne pouvait pas les forcer. Donc parfois, le questionnaire a été fait en présence du conjoint, donc bien sûr, quand il est présent, voilà, il y a plus de refus. Et donc, sur ces 663 patientes qui ont répondu de façon exhaustive, il y en a presque 37% qui ont déclaré avoir subi au moins un type de violence, au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est énorme parce que c'est pas comme l'enquête ANVEF sur les 12 derniers mois de la vie de la femme, c'est sur toute sa vie. Et puis toutes les formes. Il y a presque 20% qui seraient victimes de 2 types de violences. Et alors, le questionnaire était fait de telle façon qu'à la fin, on leur demandait « Et est-ce qu'aujourd'hui, vous en souffrez toujours ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide ?» Donc, on a des réponses très faibles parce qu'elles étaient un peu en bas. Et je pense que déjà, les 3/4 du questionnaire avaient été remplis, donc l'autre moitié un peu moins. Donc, je pense que c'est une sous-estimation. Mais j'aime bien quand même ces chiffres, je les ai laissés. Donc, 21% expriment une souffrance et 12% énoncent le souhait d'être aidé. Donc on peut se dire que toutes celles qui ont eu la première question sur la souffrance ont eu l'autre en dessous, parce que forcément c'était à côté. Donc ça veut dire que là, même un peu plus de la moitié qui dit qu'elle souffre souhaite être aidée maintenant. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a mis ça en place dans la maternité où je travaillais à Montreuil et après dans les autres maternités, bien sûr on nous a traités de fous, ou de folles surtout, et on nous a dit les services d'assistantes sociales et de psychologues hospitalières qui sont déjà débordés vont être complètement saturés. Donc surtout ne faites pas ça. Donc, on leur a expliqué que c'était pas tolérable comme réponse, parce que c'est pas parce que nous on n'a pas de moyens qu'il faut que les dames souffrent en silence. Et puis en fait, ça montre que c'est pas parce que tout de suite ça va mal qu'on veut tout de suite de l'aide et qu'on veut tout de suite toute la même aide. Toutes les femmes n'ont pas envie d'aller voir la psychologue de la maternité. Peut-être que certaines, ça sera beaucoup plus adapté d'aller voir le CIDFF pour une consultation, enfin un entretien juridique à côté de chez elles. Donc voilà, donc ça détend sur le fait de dire. C'est pas parce qu'on pose la question qu'on doit tout de suite agir et que sur le dossier médical, on doit cocher juriste, ok, plainte, ok. Non, voilà, ça prend du temps. Il y en a aussi qui vont nous dire oui, ça m'est arrivé. Pour l'instant, je me sens bien avec ça et tant mieux pour elle. Elle a déjà pris en charge ça. Il y a juste une petite notion pendant la grossesse. Il y a un phénomène psychologique qui s'appelle la transparence psychique, qui fait que quand on est enceinte, il y a des choses de notre vie, surtout l'enfance et l'adolescence, qui remontent à la surface, parce que la grossesse, c'est une crise maturative, un peu comme l'adolescence, et donc on se réorganise sur le plan psychique pour devenir mère, et aussi un petit peu les hommes pour devenir père, même s'ils n'ont pas d'imprégnation hormonale et de grandes modifications physiques comme les femmes, et ça favorise la transparence psychique, mais ils l'ont quand même. Et donc on sait que les femmes qui pouvaient avoir l'impression d'avoir bien réglé le problème peuvent avoir des manifestations pendant la grossesse. Donc il est de notre rôle, les professionnels de la santé périnatale, de leur dire, si jamais ça vous arrive,
c'est normal. Et en gros, c'est un peu mon message, c'est de rassurer les femmes sur leurs symptômes post-traumatiques, de leur dire que leurs symptômes, ils sont normaux et que c'est ce qui leur est arrivé, qui n'aurait pas dû arriver et qui est anormal. Voilà, ça permet de les détendre. Donc, quand on pose la question, ça fait sortir de l'ombre des événements qui sont traumatisants et les émotions qui y sont liées. Et donc, ce n'est pas de votre faute si la personne, elle se met à pleurer. C'est parce qu'elle a subi des violences et qu'elle n'allait pas bien qu'elle se met à pleurer. Donc, il ne faut pas prendre la responsabilité sur nous. Et en plus, ce n'est pas grave de pleurer et ça peut être potentiellement thérapeutique. Alors, sauf, l'idée, ce n'est pas d'aller gratter dans tous les détails du trauma parce qu'elle peut revivre l'angoisse et là, on ne sera pas forcément équipé parce qu'on n'est pas psychothérapeute. Mais voilà, de pouvoir avoir une émotion, de l'accueillir et de la voir en face de quelqu'un, de bienveillant, ça peut être utile. Comme disait Richard, il y a des fois où les femmes, vous les connaissez depuis 5 minutes et elles vont vous raconter quelque chose, vous allez être la première personne qui va l'entendre. Et peut-être que vous êtes aux urgences et d'ailleurs que vous ne la reverrez pas, mais voilà, peut-être qu'elle l'avait dit à personne, que quand elle avait 10 ans, il y avait eu un attouchement sexuel qui l'a beaucoup marqué, qui l'handicape dans sa vie de tous les jours, notamment sa vie sexuelle. Et cette femme, elle peut avoir un super job, des amis, des cousines, des copines, une sœur, une mère, un conjoint bienveillant, mais elle n'a jamais pu le dire à qui que ce soit. Et du coup, voilà, ça va juste briser la solitude et ça peut juste tout changer pour elle, même s'il ne se passe pas grand-chose de plus qu'une question et en retour de l'écoute. Voilà, et puis ça peut l'aider à revisiter son histoire avec une nouvelle vision. Elle pose la paire de lunettes que l'agresseur lui a mis sur les yeux pour dire c'est comme ça, on la pose cette paire de lunettes et on met la paire de lunettes, la loi française, voilà ce qu'elle dit. Et en fait, quand on subit des violences, c'est pas de la faute de la victime. Voilà, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et puis l'accompagnement médical, t'en as beaucoup parlé. Donc ça, c'est un dessin que nous a fourni l'ami prof pour le guide qui accompagne le petit court-métrage qui parle justement du repérage systématique, donc un autre dont on a vu ce matin. Mais moi, j'aurais envie de faire ça. Donc évidemment, c'est valable pour tout le monde. Des petites phrases donc en complément de Richard. Je vous crois, vous n'y êtes pour rien, l'agresseur est le seul responsable, la loi interdit et punit les violences. J'aime bien celle-là parce que c'est factuel. Et du coup, chacun peut se sentir très à l'aise de la dire. Et puis, mon équipe et moi, nous pouvons vous aider. On se place tout de suite dans une position où on va être en interdisciplinarité, on ne va pas agir seul. Donc ça, c'est un petit rappel avant de dire à madame « Allez, venez, on fait plein de trucs pour changer votre vie, rappelons-nous tout ça ». Donc en plus de tout ce qu'elle a à gérer dans sa vie quotidienne, qu'on a tous à gérer et qui est parfois très fatigant, il y a tout ça en plus à gérer qui peut... c'est pas des choses qui nous rendent dynamiques, enthousiastes, etc. Donc voilà, pourquoi parfois c'est un peu long de faire bouger les patientes. Ça, c'est une petite diapo que j'utilise beaucoup parce que souvent mes collègues me demandent « Mais est-ce que là tu penses que c'est de la violence ou c'est de la violence mutuelle ou c'est de la violence conjugale avec de l'emprise ? Est-ce que c'est pas plutôt un conflit un peu violent ?» Donc quand on ne sait plus trop, parce que parfois on ne sait plus quoi penser, on peut se rappeler cette diapo. Le conflit, il est à même d'entraîner une évolution de point de vue, des débats, et puis c'est pas toujours le même qui gagne à la fin, même s'il ne s'agit pas d'un jeu bien sûr, mais voilà, il y a une égalité. Et puis dans la violence, il y en a un qui prend toute la place et l'autre qui n'existe même plus, en tout cas que l'agresseur a mis en position d'objet, et donc on est dans la dictature, la domination. Voilà, c'est pour nous aider à penser les situations. Alors, rapidement, pourquoi je voulais vous parler de ça ? Donc, on en a parlé ce matin avec le professeur Daligan, mais c'est important de comprendre bien ce qui se passe en termes neurobiologiques pour nous, des professionnels qui ne sommes pas psychiatres ou neurobiologistes, pour pouvoir l'expliquer très simplement aux femmes, faire ce qu'on appelle la vulgarisation médicale, parce que les mécanismes du psychotrauma impliquent de graves symptômes, notamment des symptômes qui amènent de la dissociation, donc beaucoup de consommation de produits psychoactifs, que ce soit légal ou illégal d'ailleurs, et ça va vraiment culpabiliser énormément les victimes. Et on a des phrases comme non mais madame la sage-femme, moi je suis folle, de toute façon je suis incompatible avec le bonheur, ou alors je veux me bouger pour mes enfants mais moi je suis foutue, ça vaut plus le coup. Et elles sont convaincues qu'elles sont foutues et que de toute leur vie elles pourront que être malheureuses ou mourir en très mauvaise santé. Donc c'est quand même dommage, surtout quand on est sage-femme, on voit des femmes plutôt très jeunes, et puis même si parfois on a des femmes plus âgées, c'est très dommage aussi. Donc c'est important pour nous de leur expliquer. Donc très basiquement, dans notre cerveau, on a 3 grandes zones. Le cerveau reptilien avec tous nos réflexes vitaux, archaïques.
le système limbique qui va gérer nos émotions et le cortex qui est le siège de tous nos apprentissages, notamment mettre du contexte sur ce qu'on vit. Donc, quand on vit un événement stressant, alors je vous le fais vraiment basiquement, il va y avoir une sollicitation d'une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale qui va être mise en alerte pour dire il y a un danger. Elle va sécréter de l'adrénaline et du cortisol, ces deux hormones du stress qui vont faire qu'on a des symptômes du stress, on est rouge, on a une fréquence cardiaque plus élevée et surtout on peut prendre des décisions plus rapides parce que nos neurones sont activés plus rapidement. Donc on peut fuir physiquement et aussi fuir psychologiquement, être hyper vigilant. Et notre cortex, là, il va où intervenir quand en fait il va se rendre compte que le danger est terminé. Par exemple, je marche dans la rue, il y a un énorme chien qui pose ses deux pattes avant sur la grille d'une maison, je marche dans une rue pavillonnaire, tout de suite j'ai une réaction de stress, et puis quand je vois que la grille est suffisamment grande pour pas être agressée par ce chien, et ben mon cortex il va dire ok, détends-toi l'amygdale, t'as plus besoin de demander cette sécrétion hormonale, pardon. Et cette mémoire, elle va être intégrée dans l'hippocampe, et l'hippocampe, ça va nous servir à raconter notre souvenir. C'est une mémoire qu'on choisit de raconter, la mémoire qu'on appelle autobiographique. Tu sais pas ce qui m'est arrivé le week-end dernier, j'étais dans la rue, il y avait un gros chien, etc. Voilà, c'est moi qui choisis que ma mémoire va revenir à la surface. Si je subis un attentat, ou un viol, ou un inceste, etc., quelque chose qui n'est pas prévu au programme d'un être humain, et surtout qu'on n'a jamais appris à mettre du sens dessus, notre cortex ne peut plus rien pour nous, et on va avoir une extrême réponse hormonale avec des grosses doses d'adrénaline et de cortisol qui peuvent être toxiques s'il n'y a pas un programme de sauvegarde exceptionnel, parce qu'on peut mourir d'arrêt cardiaque ou de mort neuronale. Et donc, pour éviter ça, on va avoir, comme pour éviter qu'un système électrique disjoncte, il y ait un survoltage, ça disjoncte. Ben là, c'est pareil, ça disjoncte, ça enferme l'amygdale cérébrale comme un réacteur nucléaire, mais ça ne l'éteint pas du tout. Et tout ce qui va être vécu au moment du trauma ne peut pas du tout être encodé par l'hippocampe. Lui non plus, il ne peut plus rien pour nous. Donc au moment du trauma, il y a des drogues comme de la morphine, donc des endorphines et des drogues kétamine-like qui vont être sécrétées. Et en fait, la personne qui est victime, elle va avoir l'impression de ne pas vivre la violence et d'être spectatrice de ce qui se passe. Et quand on écoute des femmes victimes de violence, c'est ce qu'elles nous répondent, c'est ce qu'elles nous expliquent. Elles n'avaient pas l'impression d'être là, ou elles nous expliquent souvent qu'elles ont l'impression d'avoir un corps en bois, de plus sentir leur corps, etc. Une sensation d'irréalité. Donc effectivement, leurs propos peuvent être très confus. Dans le temps, elles s'y retrouvent plus. La chronologie, c'est le bazar, etc. Donc... Non. Ah si. Donc du coup, l'idée, c'est que ça, c'est un peu compliqué, mais que on en parle très, très basiquement. Donc par exemple, je dis aux patientes, si vous étiez cassé la jambe, vous accepteriez de ne pas pouvoir courir un sprint le lendemain. Vous accepteriez d'avoir un plâtre, puis d'avoir de la kinésithérapie, voire parfois d'être opéré. Et tout le monde comprendrait ça très bien. Si on subit un traumatisme psychique, on attendrait à ce que le lendemain d'un viol, la dame, elle puisse aller travailler, la dame ou le monsieur d'ailleurs, et qu'elle soit OK dans ses relations avec les autres êtres humains. Ben non, il faut accepter de passer par une étape de réparation pour pouvoir faire en sorte que la cicatrice se referme et qu'on puisse vivre avec. L'idée n'est pas d'oublier, mais l'idée est de vivre avec. Donc du coup, en tant que sage-femme, pour revenir au rôle de la sage-femme, qui peut être étendu aux autres, quand on ne sait plus trop quoi faire sur une situation, on peut se remettre avec ce petit tableau. Donc à gauche, c'est les grands principes d'un bon agresseur très efficace. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche ? Donc isoler la victime, la dévaloriser, inverser la culpabilité, dire ok j'ai fait ça mais c'est de ta faute, instaurer un climat de terreur, se présenter vraiment comme au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tout contrôle, et puis assurer son impunité en recrutant des alliés, c'est ce qu'a expliqué Richard. Et ben nous, si on ne sait plus quoi faire, on essaye de faire tout le contraire. Donc par exemple, quand on est sage-femme, il y a un outil très simple, c'est de proposer à cette femme enceinte, si elle est enceinte, d'aller à des séances de préparation à la naissance. Acquérir des connaissances sur son corps, comprendre ce qui se passe, la valoriser dans ses compétences parentales. Tout ça, ça va être très attaqué par un conjoint violent. Le fait d'être mère, c'est compliqué au début, on n'a pas le mode d'emploi. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser en tant que sage-femme. Mais quelle que soit votre profession, vous pouvez trouver des choses qui vont sortir la personne de
son isolement. Et on va dérouler tout le reste par la suite. Donc on essaye de la revaloriser. Par exemple, je suis une dame en consultation, elle me ramène son échographie, je lui dis « Ah super, vous avez eu le temps de faire votre échographie, bravo, je sais que vous avez une vie un peu compliquée en ce moment, etc. etc. » Alors je finis juste sur une petite diapo, et j'en avais prévu beaucoup trop. Alors, si le certificat médical de constatation est une compétence de la sage-femme, pas de décrire un ITT, mais donc le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, il y a maintenant 2 ans, a rédigé une notice très officielle, très claire, sur comment écrire un certificat médical de constatation. Ça ne sera pas le certificat le plus important dans le dossier, mais ça sera une preuve de plus qui pourra aider aussi la femme à se sentir crue et qui sera un élément de plus dans le dossier. Il faut bien se dire que parfois dans le cabinet de la consultation, il y a des choses qu'elle va pouvoir dire qu'elle ne pourra pas dire à un autre moment. Et au moins, ça sera écrit noir sur blanc de façon claire et compréhensible. Donc quand elle arrivera 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 3 ans plus tard au commissariat, les forces de l'ordre, elles auront une antériorité des violences et un récit très clair des violences. Donc ne pas sous-estimer l'utilité de ce certificat. Et donc voilà, pour finir, ça c'est des petits... je sais que vous voyez rien, c'est juste pour illustrer le propos. C'est des petits diagrammes qu'on a mis en place dans les 11 maternités de Seine-Saint-Denis qui répertorient les ressources à l'intérieur des maternités et à l'extérieur des maternités. Parce que certaines maternités, dans la même rue qu'elles, il y avait la permanence du CIDFF, par exemple, et elles n'étaient même pas au courant. Et elles passaient leur temps à dire « moi, je ne sais pas quoi faire des patientes victimes de violences ». Et c'est dommage. Donc l'idée, c'est que ces petits diagrammes d'aide à l'orientation, ils sont dédiés aux professionnels et pas nécessairement aux femmes, et que les professionnels, quand ils évaluent la situation, ils puissent se dire madame, moi j'ai l'impression que vous aurez peut-être besoin d'une permanence juridique. Et elle, peut-être qu'elle va dire ah oui, super, ou non, pas du tout une bonne idée, et on a d'autres choses à lui proposer. Donc c'est de se faire des petits outils pratiques comme ça, qui sont affichés dans les box des consultations des urgences, qui n'ait pas besoin de faire défiler tous les protocoles, etc., qu'on puisse donner très facilement aux femmes. Et enfin, et c'est vraiment la dernière phrase, avec le réseau de santé périnatale, donc NEF, on a écrit 3 protocoles qu'on partage volontiers, dont un qui s'appelle prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles aux urgences, donc qu'on a écrit avec le responsable de l'UMJ, à la demande notamment des internes en gynéco-obstétrique qui étaient démunis. Il y en a un sur accompagner les femmes excisées au cours de la grossesse et de l'accouchement, et un sur les femmes victimes de violences en général, avec comment faire un signalement au procureur, une information préoccupante, et avec des petits schémas d'action, petit 1 faire ça, petit 2 faire ça. Bien sûr, il faut individualiser à l'établissement et à la patiente, mais ça fait des grandes lignes et ça permet vraiment de mettre en action des choses. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, Mathilde, merci pour tes remarquables efforts pour avoir essayé de rester dans le timing. Oui, c'était toi. Noémie Roland va nous parler du rôle du médecin général et de l'urgentiste. Elle est chef de clinique. Voilà, hop, du début. Merci beaucoup. Et dispense des cours également. Noémie, 20 minutes. 20 minutes, très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a énormément de choses qui ont été dites là dans les 2 dernières interventions. Du coup, pour moi, c'est super. Minutes. C'est une autoroute là. 18 minutes, très bien. Du coup, je vais à la fois être plus concise et à la fois je vais faire des répétitions. Alors j'avais une super professeure en médecine qui me disait qu'il faut répéter 7 fois les choses pour vraiment les intégrer durablement. Donc soyez heureux, on va répéter encore des choses. Comme ça, ce soir, vous pouvez tout retranscrire à votre conjoint de façon mécanique. Docteur Noémie Roland, je suis médecin généraliste. J'ai été médecin traitant pendant un temps. J'ai remplacé des médecins urgentistes, travaillé dans des urgences, travaillé dans un cabinet de ce qu'on appelle les consultations de soins non programmés. C'est-à-dire que c'est un petit peu entre les deux. C'est à la fois dans un cabinet et à la fois c'est des personnes qui viennent en urgence, pour une urgence ressentie, n'importe laquelle. J'ai fait partie pendant longtemps de ces médecins super heureux parce qu'il n'y avait aucune femme battue autour d'eux. Ça, c'était super. Et j'étais bien contente parce que je ne savais pas quoi en faire de toute façon. Et puis, je me suis formée. J'ai fait de la médecine légale. J'étais en victimologie chez Madame Daligan. Et là, c'est la catastrophe. J'ai que des femmes battues autour de moi. Donc, modestement, je vais essayer de vous retranscrire tout ça. J'ai rencontré, du coup, des professionnels de santé hyper bienveillants. J'ai été travailler à la MIPROF. J'ai continué encore de me former.
Et aujourd'hui, je vais avoir la double mission, pour ceux qui ne sont pas médecins, de vous expliquer ce que c'est qu'un médecin généraliste et un médecin urgentiste et pourquoi c'est important dans la prise en charge des violences. Et 2, pour ceux qui sont médecins ici, pour leur expliquer que vraiment c'est important la prise en charge des violences en médecine. Voilà. Déjà, le médecin généraliste et le médecin urgentiste, c'est ce qu'on appelle les médecins de premier recours. Pourquoi ? C'est parce que vous n'avez pas besoin d'une lettre d'un autre médecin pour aller les voir. Vous pouvez y aller comme ça, suivant votre urgence à vous ressentie ou votre symptôme que vous ressentez. Même si des fois, nous, on estime que ce n'est pas vraiment médical, mais en tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Ce sont des médecins, du coup, qui travaillent sans discrimination de pathologie. On n'est pas spécialiste d'organes. On prend n'importe quelle pathologie, on prend n'importe quel handicap, n'importe quel état, par exemple l'état de grossesse, n'importe quel âge. On fait de la pédiatrie, on fait de la gériatrie. Alors là, c'est intéressant parce que les enfants, ils font bien partie de la famille aussi de la femme violentée. Et puis, on ne fait pas de discrimination de sexe. Du coup, on a des femmes, des hommes. On n'est pas ni gynécologue, ni andrologue. Ce sont des médecins qui suivent toute la famille. Alors, bien sûr, les femmes battues, mais aussi les enfants témoins ou les enfants qui peuvent être maltraités là-dessus. Alors ça, c'est un levier aussi sur lequel on peut nous jouer. Et aussi, on peut traiter les agresseurs. Il faut penser à ce médecin généraliste de campagne qui est tout seul, isolé dans son village, et qui du coup suit le couple. C'est parfois très difficile. Et puis, on peut penser aussi au médecin urgentiste. Moi, j'ai déjà été de garde aux urgences, certificat de coups et blessures en urgence pour une femme. 1 heure après, on m'amène l'agresseur parce que garde à vue, et donc certificat de non-contre-indication à la garde à vue. Et là, il faut recoudre le monsieur, lui faire un certificat, tout en l'écoutant insulter le médecin qui a vu sa femme 1 heure avant, qui lui a mis 8 jours d'ITT, vous vous rendez compte. L'empathie, c'est pas simple, pas toujours en tout cas. C'est aussi des médecins, en fait, l'urgentiste et le généraliste, qui sont des interlocuteurs privilégiés pour les victimes. On s'aperçoit que dans 24% des cas, quand elles libèrent enfin leur parole, c'est auprès de nous, les médecins. Et donc, on s'aperçoit du coup qu'il y a un lien de confiance qui est assez énorme et qu'on intervient même avant qu'elles en parlent autour d'elles, à des amis, à des proches, à la famille. Alors ça, c'est formidable, du coup. On est des médecins de premier recours, c'est-à-dire qu'on peut voir n'importe quelle pathologie, donc les voir à n'importe quel moment de leur vie. On suit toute la famille, ça veut dire qu'on peut aussi suivre les enfants sur lesquels on peut agir et dépister. On suit aussi les aidants, etc., qui peuvent nous apporter des choses. Et on est un interlocuteur privilégié. Super. Mais alors pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi on est aussi nul en dépistage ? Parce qu'on s'est aperçu que dans les études, 3 à 4 femmes sur 10 en médecine générale sont des femmes battues et qu'on est au courant dans moins d'1 cas sur 3. Et aux urgences, on va jusqu'à des études aux États-Unis où on montre qu'une femme sur 3 qui se présente aux urgences est une femme battue. Et pourtant, on ne signale pas autant de personnes qui viennent nous consulter. Alors du coup, je vais vous expliquer quelques difficultés. C'est pas pour nous excuser, mais c'est pour au moins expliquer ce qui se passe quand on est médecin généraliste ou médecin urgentiste. Ça, les difficultés, les freins en fait au dépistage, ils ont été bien mis en évidence sur plusieurs études depuis 2001, depuis le rapport Henrion, et puis c'est confirmé par plein d'études ensuite. Souvent, ce qui revient grossièrement, c'est le manque de temps, bien sûr. On est tous submergés de boulot, on est d'accord. Manque de formation. Alors, quoique moi, la semaine dernière, je faisais une formation à des médecins généralistes, alors aguerris pour le coup, des médecins qui reçoivent des internes en formation, qui sont formés à la pédagogie, qui me disaient, il y en a une qui m'a dit qu'il y avait trop de formation sur les violences conjugales. Formidable, si ça peut râler dans ce sens-là, moi ça m'arrange bien, il n'y a pas de souci. Le sentiment d'impuissance par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment médical ? Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose ? Alors c'est modestement là-dessus que j'aimerais appuyer ma présentation. Et puis les craintes du judiciaire. On est du coup entre le marteau et l'enclume, le secret médical d'un côté et la non-assistance à personnes âgées de l'autre côté. Et ça, on se pose toujours des questions par rapport à ça. Et vu les questions qu'on entendait ce matin encore par rapport aux internes, je pense c'est toujours prégnant, en tout cas dans notre pratique. Et puis, il y a cette question de l'ITT, donc l'incapacité totale de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce qu'on n'a vraiment pas été formé par rapport à ça ? Combien on met de jours ? Ça veut dire travail. Alors, est-ce que c'est l'arrêt de travail ? Mais alors, pour un enfant, qu'est-ce que je fais ? Et puis, alors, pour une mère au foyer, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai déjà vu des certificats avec ITT 0 jours pour une fracture du poignet droit, main dominante de droitière, parce que les mères au foyer. Donc, incapacité de travail, voilà. Ça dénote un problème vraiment de formation et vraiment de compréhension de quoi on parle, en fait, par rapport à ça. Et tant qu'on n'aura pas explicité tout ça, on va se retrouver toujours avec ces problèmes pour la suite de la prise en charge des femmes battues. Deuxième chose, une femme battue,
pour un médecin généraliste ou un médecin urgentiste, c'est ça, c'est un iceberg. C'est-à-dire qu'elle se présente avec une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, ça peut aller jusqu'à 5 pour une consultation en médecine générale. Elle a mal au dos, elle a des troubles du sommeil, elle a des brûlures gastriques, ça c'est Anna tout à l'heure, elle a des contractions quand elle est enceinte. Mais tant que j'ai pas mis le doigt sur ce qui se passe en dessous, donc ce qui se passe chez elle, elle va revenir plusieurs fois pour le même motif. Je pourrais mettre tous les médicaments du monde, de toute façon, elle souffrira toujours de ça. Si j'ai pas compris que chez elle, elle a une menace en fait pour sa survie en permanence, je ne comprendrai pas le syndrome anxieux qu'il y a derrière. Je ne comprendrai pas en fait qu'elle pourra avoir du trouble du sommeil parce qu'elle est en hypervigilance. Je ne comprendrai pas pourquoi elle prendra de l'alcool le soir pour essayer de s'endormir. Et puis, j'aurai des diabètes déséquilibrés parce que, forcément, elle n'a pas la capacité d'aller chercher son traitement. Elle n'a pas la capacité aussi psychique, tellement il y a une emprise, de prendre son traitement régulièrement. Alors, je vais augmenter les doses d'antidiabétiques et en fait, le problème sera ailleurs. Et puis, on l'a répété aussi ce matin, et je ne vais pas reprendre effectivement les différents symptômes qui pourraient nous faire penser du coup à une femme battue, mais en particulier l'IVG, je voulais juste appuyer là-dessus. C'est difficile pour une femme battue de prendre sa contraception régulièrement. C'est difficile d'aller voir le médecin. C'est difficile de cacher sa pilule éventuellement. C'est difficile aussi quand elle a des rapports sexuels qui sont non consentis. Évidemment, on n'a pas de contraception et elle n'a pas toujours le choix du coup d'un rapport sexuel. Donc nécessairement, il y a plus d'IVG et ça devrait nous faire tilt à chaque coup. Et puis, je ne reviens pas non plus sur les tentatives de suicide et sur les suicides avérés par rapport aux violences conjugales qui devraient aussi nous alerter. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, j'ai exprimé les difficultés et j'ai dit qu'une femme battue, c'était très compliqué à prendre en charge. Bon. Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. J'aimerais simplement rappeler que nous, médecins, on est tout à fait capables d'être utiles et on est même nécessaires dans ces cas-là, même au-delà encore du certificat à faire. Je vais faire une analogie, peut-être un peu choquante, je ne sais pas, avec une autre pathologie, parce que je suis d'accord avec ce qu'on disait ce matin, que les violences conjugales, pour nous, c'est une pathologie qui est récente. Prenons une pathologie qu'on connaît beaucoup plus, c'est le cancer. Le cancer, ça nous renvoie aussi à des choses très compliquées, à la fois personnelles, à la fois familiales. Mais quelque part, on sait faire, on sait prendre en charge le cancer. On va parler du cancer du poumon. Je sais bien, moi, en tant que médecin généraliste, c'est pas moi qui vais tout traiter dans le cancer du poumon. Je sais bien que c'est pas moi qui vais préparer ma petite chimio, qui vais donner ma chimio et faire renvoyer la personne chez elle après. Au revoir madame, tout va bien. Je sais que ça va être un travail en équipe et je sais que ça va être quelque chose de très long. Eh bien, on va continuer l'analogie là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai une femme qui est victime de violences conjugales ? Déjà, il faut que je dépiste ces violences conjugales. Et ça, on l'a martelé tout à l'heure, il faut absolument poser la question. De la même façon qu'on demande à une personne si elle fume pour le cancer du poumon, voire même si on lui demande est-ce que vous crachez du sang ? C'est difficile comme question, c'est pas simple. La personne de l'autre côté, on va se dire qu'est-ce qu'elle va penser que je pose cette question-là ? Pourtant, on la pose et on peut même être encore plus intrusif que ça. Donc ne pas hésiter à poser la question, y compris de façon systématique. Il faut qu'on puisse accueillir la parole qui vient d'être donnée. Alors effectivement, on n'a pas toujours le temps, c'est pas toujours facile. Mais de la même façon qu'on dépiste un cancer du poumon, on va pas lui dire de rentrer chez vous après et puis la laisser la personne comme ça. Non, ça c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rende disponible. Ça veut dire qu'on prenne un temps de consultation. Ça veut dire qu'on laisse de l'espace là-dessus. Ça veut dire aussi qu'on explique à la personne qu'on est compétent pour le faire. Donc on peut laisser des affiches dans la salle d'attente, on peut laisser des prospectus. Ça permet de montrer, regardez, je suis disponible et je suis compétent pour parler des violences conjugales. Ça veut dire aussi évaluer la gravité. Dans un cancer du poumon, je saurais faire de savoir un petit peu dans quel stade de la maladie on est. De la même façon, là, chez la violence conjugale, le risque, c'est surtout sa sécurité. Sa sécurité du fait du risque suicidaire et sa sécurité du fait du danger que l'agresseur représente. Donc de la même façon, il faut que je m'assure et que je puisse noter dans mon dossier médical ce qu'elle encourt en fait chez elle. Il faut que j'organise le suivi. Pareil pour le cancer du poumon, certes, c'est le pneumologue qui va prendre en charge, c'est le cancérologue qui va prendre en charge, c'est l'hôpital. Très bien. Ça ne veut pas dire que je vais la laisser comme ça. Ça veut dire que moi, je vais la reconvoquer, je vais pouvoir rediscuter avec la personne, etc., pour organiser tout le suivi autour. De la même façon, chez la femme battue, je remets des consultations pour pouvoir avoir le temps de reparler de choses et d'autres, de mettre en place un plan, comme on disait éventuellement, d'ouvrir un compte bancaire, de faire un sac, de voir les personnes ressources, etc. De la même façon, je vais lui redonner
donner un rendez-vous de consultation. Je vais mettre en place un traitement si besoin. Et puis je vais prescrire un arrêt de travail si vraiment les choses sont insupportables en ce moment, de la même façon que quelqu'un qui tousse du fait de son cancer du poumon peut avoir besoin de bouffée d'air, c'est le cas de le dire, et donc d'avoir du repos là-dessus. Je vais informer des mécanismes des violences, je vais éventuellement expliquer les cycles de violence, je vais expliquer ce qui se passe au niveau du cerveau, pourquoi pas comme on expliquait tout à l'heure sur le système limbique, sur le cortex et sur les modifications du coup que les violences peuvent donner. Je vais expliquer les droits judiciaires également, je vais expliquer ma position, je vais lui dire que vraiment c'est interdit par la loi, je vais l'orienter vers des associations parce que vraiment, de la même façon que le cancer du poumon, je ne vais pas prendre en charge seul le problème, de la même façon, je vais utiliser mon réseau. Ça veut dire que d'emblée, en amont, j'aurai constitué un réseau avec l'association qui est pas loin, de voir si je peux trouver des paramédicaux aussi qui sont sensibilisés sur le sujet et avec lesquels je peux dialoguer. Je vais parler évidemment du 3919 et je vais parler de tous les systèmes d'urgence qui peuvent être mis autour. Je vais tenir mon dossier médical, donc je vais bien noter toutes les informations au fur et à mesure. Je vais me laisser des alertes pour savoir qu'il faut en reparler la prochaine fois. Et puis je vais faire des certificats médicaux. Alors, je reviens un petit peu sur les certificats médicaux parce que c'est effectivement une zone d'inquiétude importante pour nous médecins. Déjà l'ITT, donc ce dont je parlais tout à l'heure, Madame Daligan a bien précisé ce matin que l'ITT, dans les violences conjugales, elle n'a pas d'importance au niveau de qualification. C'est-à-dire que le fait de se faire taper par son conjoint ou par son ex-conjoint, c'est un délit de toute façon. Donc cette histoire d'ITT, moins de 8 jours, plus de 8 jours, ça ne marche pas là-dedans. Là-dessus, il faut déjà se décomplexer là-dessus. Le problème, c'est que effectivement, on peut se permettre de mettre un certain nombre de jours d'ITT. On en a parlé tout à l'heure en disant qu'il faut quand même que ce soit cohérent avec ce qui se passe, mais évidemment, il y a aussi des souffrances psychologiques qui ne sont pas marquées par des coups, par des choses comme ça, sur lesquelles aussi il faut savoir retranscrire dans le certificat et dans leur vie quotidienne. Évidemment, il peut arriver qu'il y ait des problèmes de dialogue avec la police, la gendarmerie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que mon certificat soit refusé parce qu'il n'y avait pas assez de nombre de jours d'ITT, par exemple. Donc, avec une méconnaissance du fait que, comme c'est la violence conjugale, et du coup, la plainte n'a pas été prise en compte. Ou alors que ça revienne parce qu'ils veulent plus de jours d'ITT. Donc, en me mettant la pression pour que je mette plus de jours d'ITT, pour que après la justice prenne plus en compte, en fait, ce qui se passe. Or, il faut rester quand même assez cohérent. Dernière chose aussi, j'ai pu discuter avec Madame la vice-procureure qui était là ce matin, qui malheureusement n'est pas là cet après-midi. On a reparlé de cette histoire de vulnérabilité et de grossesse. On a revu l'article ensemble. Effectivement, la loi stipule bien que l'état de grossesse est un état de vulnérabilité pour lequel un signalement est nécessaire. On a pu donc discuter là-dessus et elle m'a bien dit qu'il n'y aurait pas de poursuite si on ne faisait pas le signalement en fait, d'une femme enceinte qui subirait des coups, des violences. En revanche, on peut effectivement s'appuyer totalement sur cet article pour faire un signalement, de préférence bien sûr, de toute façon, avec le consentement de la patiente. Tout ça pour dire, avec cette analogie du cancer de poumon, qu'on peut tout à fait être utile là-dedans. Que plus on sera formé, plus on comprendra ce qui se passe dans la vie des femmes battues, plus on comprendra les cycles de violence, plus on comprendra qu'on n'est pas des super-héros et qu'on ne va pas pouvoir la faire sortir du domicile conjugal du jour au lendemain, mais que notre intervention, du fait de notre écoute, du fait de la temporalité des choses, parce qu'en tant que médecin généraliste, on peut avoir 30 à 40 ans ces personnes. Et du fait de notre accompagnement du coup par rapport à tout ça, on a une vraie action à jouer et que du coup plus on arrivera à constituer un réseau avec les associations, avec les juristes, avec les policiers, plus on donnera une vraie chance de s'en sortir à ces femmes violentées. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions que je trouve très intéressantes. Alors je me présente d'abord, je suis Ève Suré-Godard et je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité pour le département de l'Ardèche. Donc merci évidemment pour vos interventions qui marquent vraiment bien les choses et qui peuvent influencer sur l'attitude des médecins, sages-femmes, etc. Je voudrais juste intervenir pour essayer d'enlever une confusion. Vous l'avez un petit peu abordé à la fin, Madame Roland. Quand on parle de violence conjugale, on ne parle pas forcément femme battue. Et vous prononcez souvent ce mot, et donc du coup, je trouve que ça peut apporter une confusion dans l'esprit du public.
Les violences psychologiques sont très présentes, et même lorsqu'il y a violence physique, il y a aussi violence psychologique. Alors lorsqu'il y a violence psychologique, il n'y a pas forcément violence physique, mais les violences psychologiques sont tout aussi dangereuses, même dans un état de grossesse. Voilà, je voulais juste faire ça parce que c'est important de changer le vocabulaire, peut-être. Merci. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est un abus de langage de ma part, en fait, tout simplement, mais évidemment, je suis complètement d'accord avec vous. Une question, peut-être ? Oui, moi je voulais juste, donc Perrine Millet, gynéco, je voulais juste donner un petit truc en périnatalité, parce qu'effectivement, le grand credo, c'est de dire comment on fait avec les maris qui viennent. Je vais juste dire mon truc à moi. Moi, je prends toujours les maris d'abord. J'essaye de tisser un lien avec le mari. Je débrouille tout l'interrogatoire médicaux, chirurgicaux, gynéco, allergie, addiction, etc. Et la dernière question de mon interrogatoire, qui est les maltraitances, je demande au mari de sortir. Et en général, j'ai déjà repéré que la dame, elle avait été agressée parce que elle a eu une dystéroïdie, machin, etc., etc. Donc en fait, dans un premier temps, j'interroge les patientes sur plein de choses. Et la dernière question, je la garde en faisant sortir les maris. Et curieusement, des fois, on a des choses qui ne sont pas forcément des violences conjugales, mais des maltraitances qu'ont subies les femmes avant, gravissimes, et que parfois même le mari était au courant, mais comme je ne savais pas si le mari était au courant, du coup, elles m'ont largué quand même. Enfin voilà, je veux dire, chacun opte pour sa façon de faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien tisser un lien avec le mari. Voilà. Et puis après, je vire pour l'avoir elle toute seule. Alors moi, je reçois le couple et je demande, en présence des deux, et le mari, quand il est présent, et je lui pose la question, je me délecte à poser cette question en présence de monsieur. Moralité, si on fait la synthèse de tout ce qu'on fait, aucun consensus, donc chacun fait comme bon lui semble. Je rajouterais que ça peut être éducatif aussi pour l'auteur, parce que l'auteur, le bon voisin, bon copain, qui fait rire tout le monde, qui fait toujours une petite blague avec la femme complètement amorphe à côté, lui, personne ne lui dit que finalement tout le monde consent. Moi, j'en connais des copains qui sont violents, probablement, enfin en tout cas psychologiquement. Et c'est très difficile de lui dire non, stop, tu n'as pas à dire ça, etc. On rigole à sa petite blague, même si on rigole jaune. Et le fait d'arriver en CPN, en consultation, et de poser la question comme si c'était vraiment un autre facteur de risque lambda, ça peut faire prendre conscience à l'auteur qu'il n'est finalement pas complètement dans son bon droit, que cette violence qu'il exerce sur sa partenaire, ça représente un facteur de risque. Alors que lui, peut-être non plus, il a l'impression puisque personne ne lui dit rien, que finalement, il n'est pas dans le déni. Donc, ils ne sont pas tous pervers narcissiques à travailler là-dessus, mais des fois, c'est des gens un peu violents parce qu'ils ont probablement subi aussi des choses. Ils sont probablement aussi en souffrance, parce qu'à mon avis, on ne peut pas être violent comme ça si on n'est pas soi-même un peu en souffrance. Donc, ça peut être intéressant pour lui d'entendre que cette question nous interroge. Et pas parce que c'est sa femme, parce que c'est une question d'ordre médical. Et je pense que ça peut être aussi éducatif. Donc, sans se délecter, mais c'est vrai qu'on peut, mais ça ne me dérange pas. Effectivement, c'est mieux de poser la question s'il n'est pas là. Mais si ce n'est pas possible, il faut quand même poser la question. Ça peut permettre des fois de faire passer un petit signal. Et une autre remarque, alors j'en ai pas entendu parler dans les topos, mais c'est un truc qui m'a toujours titillé. Mais c'est peut-être parce que je me délecte et que je suis pervers, mais je me suis très souvent interrogé lors de la consultation de suivi de grossesse systématique de la présence des maris. Je le déplore pas, ça me pose pas de souci, mais je trouve quand même que c'est une démarche pas tout à fait simple. Qui plus est, prendre du temps sur son activité professionnelle, non pas pour une échographie, mais pour une simple consultation, je trouve qu'il faut vraiment avoir une grande disponibilité. Et du coup, je me dis que cette disponibilité, parfois, elle n'est pas aussi innocente que ça, et elle est là parce que le type, il veut être là. Moi, avant, je faisais sortir le mari au moment de l'examen clinique, gynécologique, obstétrical, et en fait, les conjoints violents, les graves, les qui veulent garder le contrôle, ils ne sortaient pas.
Et je me retrouvais bien embêtée. C'est pour ça que maintenant, je commence à 2 et que je fais rentrer le conjoint après. Mais effectivement, chacun fait comme il le sent. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des populations où il n'y a pas tout le monde qui travaille. Et donc, effectivement, c'est un peu la sortie du jour d'aller à l'hôpital, quoi. Donc, il n'y a pas un problème de disponibilité. Donc là, on peut avoir plus de conjoints. Bon, Mathilde travaille en Seine-Saint-Denis, vous êtes lyonnais, c'est une partie de l'Île-de-France qui est un peu particulière. C'est l'équivalent de Bron chez vous, je crois. Excusez-moi, je ne connais pas. C'est une blague. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire? Donc j'avais une question. Donc je m'appelle Justine, je suis interne en médecine générale. Au niveau de la prévention, on dit qu'il y a plus de... la grossesse est un facteur de risque de violence sur les femmes. Est-ce qu'il y a des entretiens avec les hommes pour les prévenir aussi de ces violences? Est-ce qu'on peut faire un peu de prévention auprès des hommes aussi? Est-ce que ça existe? La prévention, pourquoi? Pour les prévenir que voilà, il y a des violences qui peuvent apparaître pendant la grossesse. Dans un monde idéal, moi je pense qu'il faudrait un entretien prénatal précoce pour les femmes et pour les hommes, chacun de son côté, où on pose la question aux hommes: avez-vous déjà vécu des événements qui vous ont fait du mal dans votre vie et qui continuent à vous faire du mal aujourd'hui? Et si oui, souffrez-vous? Et si oui, avez-vous besoin d'aide? Dans la vraie vie, la tendance est plutôt à réduire le nombre de temps qu'on a avec les gens. Et du coup, non, il n'y a pas d'entretien, sauf il y a quand même de plus en plus de travail sur la parentalité des pères. Et donc, il y a des séances de préparation à la naissance, des groupes pères dans les maternités, où souvent ce sont des gynécologues hommes ou des sages-femmes hommes qui font ces groupes-là pour être entre hommes, où des questions peuvent sortir. Moi, j'ai déjà eu un homme, pendant que sa femme était sortie faire quelque chose, qui m'a dit: je vais très très mal, je suis hyper angoissée par la grossesse, rien à voir avec la violence, j'ai besoin de parler mais je veux pas le dire à ma femme pour pas la stresser. Donc clairement, cet homme-là, il avait pas eu d'autre fenêtre de tir que là, donc il a tout balancé comme ça et elle est revenue, on était là. Voilà. Donc pendant la prise de sang, on a pris du temps, mais non, il n'y a pas. C'est quelque chose qui manque parce qu'ils vont devenir pères et on a autant besoin des pères que des mères. Donc, mais non, il y a pas. Enfin, sauf si chez vous il y a, parce que moi je travaille en Seine-Saint-Denis, donc. Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique et je suis conseillère technique en service social. Je voudrais simplement donner un témoignage. J'ai suivi une formation sur les violences conjugales il y a 2 ans, parce qu'on a beaucoup parlé de la question avoir du temps, prendre le temps, etc. Et moi, je me suis rendu compte qu'en ayant fait 3 jours de formation, finalement, ma posture professionnelle et ma disponibilité à entendre l'autre a fait qu'on me parlait. Mais je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de temps. C'est aussi nos résistances, Voilà, je voulais juste dire ça parce que je crois que c'est extrêmement important. Marie-Pierre Fernandez, gynécologue obstétricienne. Simplement, je voulais poser une question, mais qui est une fausse question, qui fait toujours débat, et Perrine Millet va sûrement me reprendre là-dessus. La question, je me suis formée à l'entretien prénatal précoce il y a quelques années, on ne s'autorisait pas à poser la question: avez-vous subi des violences? Poser une question si directe. D'ailleurs, dans l'entretien prénatal précoce, en formation Françoise Bolena, j'étais formée à la maison mère, on disait il ne faut pas être si direct, il faut poser des questions ouvertes. Et c'est vrai que, du coup, je voulais vous poser la question, parce que vous avez tous dit il faut poser la question directement. En fait, effectivement, c'est un faux problème, et ce que vient de dire Madame est tout à fait exact. Soit on est en disponibilité d'écoute et d'ouverture, et c'est ça l'entretien prénatal précoce qui fait qu'en posant une question ouverte et pas forcément très directive, la dame va sentir l'ouverture et va parler. Et que même si on pose la question directe, avez-vous subi des violences? Excusez-moi, je fais la réponse en même temps parce qu'elle m'est venue, mais enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez quand même. Elle ne va pas répondre quand elle n'est pas prête. C'est comme quand on lui dit est-ce que vous buvez de l'alcool? Elle vous dira non. Alors que voilà, il y a un moment où pendant la grossesse, si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Il ne faut pas y toucher, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Je me permets juste une remarque. Le taux d'entretien prénatal précoce en France est de moins de 20%. Après, l'entretien prénatal précoce, c'est 20%, mais après, vous pouvez créer des disponibilités de sages-femmes.
qui, lors d'une consultation aussi, cette écoute active. Je pense qu'immédiatement, il y a une autre façon que de résoudre le problème. Dans le fond, le but, c'est de ne pas oublier. Ça marche là ? Dans le fond, le but, c'est de ne pas oublier de dépister. Donc, il faut avoir que c'est du dépistage systématique. Après, la question, il faut l'adapter. Il ne s'agit pas de poser des questions intrusives ou percutantes qui peuvent être très douloureuses aussi pour la patiente. Donc, il faut adapter son discours. C'est l'expérience qui fera que se mettre en disponibilité, on aura un discours qui sera beaucoup plus souple. Et on aura surtout un regard, parce que finalement, c'est pas forcément la question qui compte. C'est pas forcément la question qui compte. Merci Perrine, vigilante. Mais c'est la façon dont réagit la patiente. C'est comme pour les mutilations sexuelles, donc on pose la question. C'est pas savoir si oui ou non, c'est voir comment elle réagit. Et c'est là-dessus. Et après, c'est avec l'expérience, mais c'est pas de poser une question à tout prix pour poser la question et se dédouaner. C'est de ne pas oublier d'évoquer cette pathologie. Juste une chose que je voulais rajouter, moi ça m'est arrivé de poser la question, qu'elles s'en saisissent pas immédiatement. Et là, du coup, l'intérêt du médecin et de la sage-femme, c'est qu'effectivement, on a des consultations systématiques pour des choses différentes. Et ça permet aussi, des fois, qu'elles s'en saisissent et qu'elles nous en parlent la consultation d'après, quoi. Et une autre remarque, c'est que parfois elles n'identifient pas ce que c'est une violence. Je pense que des fois j'ai posé la question de façon un petit peu frontale sur est-ce que vous avez déjà subi des violences ? Et quand on fait le détail vraiment de ce qui se passe, elles vont dire non. Et puis quand on fait le détail, en fait on s'aperçoit qu'elles subissent des choses assez importantes. Et donc j'aimais bien les différentes questions qu'on peut avoir quand vous vous disputez, ça se passe comment ? Et quand vous n'avez pas envie d'avoir une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comme dans le film Anna aussi. Alors, bonjour, je suis Caroline Fantino, je suis sage-femme à la maternité de Chambéry. Et en fait, je voudrais revenir sur le certificat médical. Parce que l'année dernière, j'ai une patiente qui m'a demandé de lui en rédiger un. Elle était hospitalisée en grossesse pathologique et m'avait raconté beaucoup de choses. Donc elle voulait juste que je retranscrive ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'étais un peu perdue, je ne savais pas. Je demande à ma cadre et elle me dit « Oula, surtout pas, regarde l'actualité ». Donc là, j'ai l'article devant moi. Donc en 2015, une sage-femme qui avait établi un certificat médical à la demande d'une patiente se disant victime de violences conjugales a été accusée de violation du secret médical par le mari qui a déposé plainte auprès du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Oui. Plainte qui a été reçue puisqu'elle a été en procédure comment on dit disciplinaire à la chambre. Voilà. Alors après, je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Et moi, c'est vrai que depuis cette procédure disciplinaire, je suis très réfractaire, j'ai peur du Conseil de l'ordre. Effectivement, alors c'était une circonstance très particulière puisque cette sage-femme avait fait un certificat médical à une collègue sage-femme qui était néanmoins une femme victime de violences conjugales par un homme qui est gynécologue obstétricien, médecin dans le même service. Alors, donc, pour cet homme-là, d'avoir un certificat médical de la part d'une petite sage-femme qui l'embêtait, c'était impossible pour lui. Donc c'est très particulier. Le certificat médical avait été rédigé avant que la notice du Conseil national de l'ordre sorte et il était nickel, c'est-à-dire que sur le fond, il était comme si elle l'avait fait avec la notice, donc c'était parfait. Et c'est vrai que malheureusement, pour l'instant en 2016, quand quelqu'un dépose plainte auprès de notre conseil départemental de l'ordre, parce que c'est comme ça qu'il doit faire, le conseil départemental de l'ordre ne peut pas classer sans suite comme pourrait le faire, comme pourrait le faire la police. Au niveau ordinal, ils sont obligés de recevoir la plainte, de l'instruire, de faire une conciliation entre le plaignant et la personne qui est mise en cause. Et quand ça ne marche pas, et donc là évidemment ça n'a pas marché, cet homme-là n'avait pas du tout envie que ça marche, ça va forcément en chambre disciplinaire interrégionale, c'est obligatoire. Et donc sur cette affaire-là, il y a eu beaucoup de médiatisation et donc c'est allé au niveau national parce que au niveau interrégional, elle se sentait pas compétente vu que ça avait été très médiatisé. Mais au final, la sage-femme a eu gain de cause. Alors après, je ne dis pas que dans sa vie professionnelle et même personnelle, ça a été super chouette de vivre ça et que c'est l'indifférence. Enfin, ça a été très violent pour elle, etc. Et elle, ce qu'elle demande, c'est que les conseils départementaux des ordres, quand factuellement le certificat est nickel, puissent ne pas aller plus loin, puissent classer sans suite en disant, écoutez, monsieur ou madame la plaignante, ce certificat médical est parfait.
Enfin, voilà, sur le fond. Mais donc on a le droit de les rédiger. Alors, non seulement on a le droit, patiente. mais en plus, c'est écrit dans cette notice officielle du Conseil national de l'ordre des sages-femmes qu'on n'a pas le droit de refuser quand une femme nous le demande. On n'a pas le droit de le refuser au motif qu'elle ne nous dit pas pourquoi elle en a besoin. Donc, à partir du moment où elle nous le demande, on n'a pas le droit de refuser. Et moi, je vous dirais même, si elle n'est pas au courant qu'on a le droit, on peut toujours attendre qu'elle nous le demande. Donc, on a le droit de lui dire qu'on a le droit de le faire. Parce que sinon, on peut attendre. Moi, mes patientes à Saint-Denis, je vous assure, elles ne me demandent pas. Hein. Elles ne sont pas au courant qu'elles ont le droit. Hein. Donc, voyez, il faut, je dirais, aller plus loin. Mais en tout cas, si quelqu'un vous demande de le faire, on n'a pas le droit de refuser. Et effectivement, j'ai beaucoup de témoignages de sages-femmes qui me disent, je me suis fait convoquer par ma cadre, par ma hiérarchie, parce que c'est assez récent finalement. C'est aussi une révolution que les conseils des ordres soient proactifs sur ces certificats médicaux, parce qu'ils étaient plutôt à taper sur les doigts des médecins et des sages-femmes qui s'aventuraient là-dessus. Et donc, il faut donner les notices aux cadres, il faut faire des groupes de travail là-dessus pour que localement, on se sente aussi en sécurité. Il ne s'agit pas que notre Conseil national de l'ordre nous valide, mais que notre cadre nous tape sur les doigts. Donc, il faut prendre les notices officielles pour les médecins, pour les sages-femmes, et voir comment on peut avancer là-dessus. Pour les travailleurs sociaux, il y a aussi une notice officielle qui date de 1 an, qui a été validée nationalement, et c'est une attestation professionnelle. Voilà, c'est le même objectif que les certificats médicaux de constatation. Je vous remercie. Je vous en prie. Il y a une question là. Véronique Mirol, je suis assistante sociale scolaire. Moi, j'ai bien entendu qu'il fallait libérer la parole. Je trouve ça très intéressant. Mais il y a des points qui m'interrogent beaucoup. Libérer cette parole, certes, mais pour en faire quoi ? Pour qu'elles deviennent quoi, ces personnes? Les associations au niveau de l'hébergement, c'est difficile. Pour qu'elles partent, pour aller où? Je suis peut-être un peu vindicative, mais c'est bien de libérer la parole, mais à la suite, quels moyens on a maintenant? On sait que, par exemple, il y a un certain nombre de familles, elles divorcent, mais faute de logement, ils restent ensemble, ils vivent sous le même toit. Alors là, comment va-t-on faire? Parce que c'est bien de la libérer, la parole, mais quelle prise en charge derrière? C'est la session numéro 4. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qui est la coordination des actions. Mais après, le Conseil économique et social, très récemment, a fait un rapport sur l'argent qui est donné en France aux droits des femmes. Et effectivement, c'est minable. Et effectivement, l'hébergement, en tout cas dans les grandes agglomérations, c'est la catastrophe. Donc pour les femmes victimes de violences aussi. Mais je suis quand même convaincue, par exemple, à la Maison des Femmes, on n'a pas plus de logements que les autres. Mais on a des ostéopathes qui collaborent avec nous, des groupes d'estime de soi que font des personnes qui sont spécialisées là-dedans. C'est pas les professionnels de santé à proprement parler. Et c'est pas pour ça que les femmes en repartent avec un logement, pas du tout. Mais ça change beaucoup de choses dans leur façon de pouvoir prendre leur vie en main. On coopère avec l'association de l'INAVEM, la Fédération nationale, et du CIDFF, qui font un travail sur le retour à l'emploi des femmes victimes de violences qui ont quitté leur conjoint pour qu'elles évitent d'avoir des petits boulots pourris. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu des violences qu'on a des incompétences professionnelles, pour les revaloriser et les remettre dans un circuit plutôt... voilà. Et madame n'est pas toujours obligée de partir. Parfois, c'est quand même, ça marche, l'éviction du conjoint violent, elle n'est pas systématique, il y a encore des progrès, mais parfois ça fonctionne. Donc parfois, c'est monsieur qui part aussi. Et ça existe vraiment dans la vraie vie. Mais il persiste des difficultés, hein. Je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, mais ce n'est pas toujours obligé que ce soit madame qui doive quitter le domicile avec les enfants sous le bras et un déracinement à la clé. Nicole Bèze, médecin généraliste, retraitée depuis 6 mois, mais j'ai exercé 37 ans dans le quartier des États-Unis à Lyon, un quartier assez précaire. Et je voulais témoigner sur 2 plans. D'abord, la difficulté qu'on a à convaincre une femme d'aller porter plainte. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai vu énormément de femmes qui m'ont dit avoir subi des violences, qu'elles soient physiques, morales ou sexuelles, et qui n'ont jamais rien fait. Et toute ma frustration venait du fait que je leur disais « il va recommencer ». Il va recommencer, parce que s'il l'a fait 1 fois, s'il l'a fait 2 fois, il recommencera. Et vous risquez votre vie. Et je n'arrivais pas à les convaincre. Je leur donnais les petites brochures, les flyers sur les associations.
Et vraiment, je trouve que c'est un sujet extrêmement difficile. Il y a vraiment, de la part des femmes, et encore plus des précaires, un problème social, un problème familial, parce que souvent elles n'osent pas dire à leur famille qu'elles sont battues, un problème financier parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Souvent le mari tient toutes les ficelles de la bourse. Donc vraiment, et je pense que ces manifestations peuvent aider tout le monde à faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont le droit de ne pas être violentées moralement, physiquement, sexuellement. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en tant que médecin généraliste, on a quand même, et Noémie l'a bien dit, souvent la chance de soigner aussi le mari, de suivre le mari. Et je pense que dans tout interrogatoire, lors d'une première consultation, et vraiment que ce soit un homme ou une femme, il faudrait aborder le problème des violences pendant l'enfance, puisqu'on a vu que les maris violents étaient souvent des enfants qui assistaient à des violences envers leur mère. Je pense qu'il faudrait de l'enseignement, qu'il faudrait sensibiliser vraiment tous les professionnels de santé à interroger même les hommes sur les violences qu'ils ont subies pendant l'enfance, et peut-être que par ce biais-là, et le rappel à la loi, on pourrait arriver à avancer un petit peu. Mais le chemin est vraiment très très dur sur ce sujet. Bonjour Nicole, complètement d'accord évidemment, aussi avec ton premier point que c'est un travail de longue haleine d'aider une femme battue, une femme violentée, oh là là, je vais me faire tirer les oreilles à ma gauche, voilà, une femme violentée, que ça prend du temps évidemment, que c'est extrêmement frustrant. Pourtant, on rabâche le fait qu'il faut leur laisser leur autonomie, qu'il faut respecter leur rythme, sinon on se substitue effectivement à l'agresseur par rapport à ça. Néanmoins, d'avoir eu cette main tendue, d'avoir été cette écoute pendant des années, même si ça a été... voilà, tu lui as peut-être épargné beaucoup de choses au niveau de sa santé en particulier. Mais on est tout à fait d'accord que c'est un sujet, bien sûr, extrêmement frustrant. Et pour les plaintes, nous, on envoie beaucoup les patientes vers les psychologues et ou les travailleurs sociaux des commissariats et des gendarmeries, parce que dans certains commissariats ou gendarmeries, il y a des psychologues et ou des travailleurs sociaux, des aides victimes, enfin voilà, qui font un peu tampon pour les femmes entre les soignants et les policiers, et qui permettent aussi d'expliquer ce que c'est une plainte, etc. Il y a aussi des professionnels que j'ai découverts récemment, c'est des délégués cohésion police-population. Il n'y en a sûrement pas partout, mais par exemple à la Maison des femmes de Saint-Denis, il vient 2 heures par semaine recevoir les femmes, donc en dehors du commissariat, parce qu'il le trouve moche et pas beau de toute façon, et il veut pas travailler là-bas, et du coup pour expliquer à une femme ce que c'est une plainte, ce que c'est un policier, etc. Et parfois les psychologues, elles peuvent même montrer la tête du policier à la dame, voilà, ça sera lui si vous déposez plainte, ou lui ou elle, et du coup ça peut faire vraiment un effet tampon. Donc pour le côté c'est dur qu'elles aillent porter plainte, et effectivement je suis d'accord avec vous, quand on est victime de violence on est mis en position d'objet, et vous médecin généraliste qui lui parlez, voilà, vous la remettez en position de sujet qui décide, et même si elle a jamais été portée plainte ou quoi, ben, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. L'autre jour, moi j'avais une dame qui me disait j'ai envie de mourir parce que j'ai l'impression d'exister pour personne, et elle avait été une fois à un groupe de parole, et une des autres dames lui avait amené un petit cadeau la semaine d'après, et puis nous ça faisait genre 3 fois qu'on se rencontrait, donc je lui dis bah vous êtes quelqu'un au moins pour je sais plus comment elle, Judy, la dame qui vous a apporté ce petit cadeau, parce qu'on n'apporte pas de cadeau à un objet, hein, donc voilà, et puis pour moi aussi, et tout de suite bah oui c'est vrai, et hop elle repart. Donc c'est pas, la plainte c'est pas une fin en soi, quand on sait qu'il y a que 16% des femmes victimes de violences conjugales qui déposent plainte, voilà, il y a toutes les autres qui vivent quand même en attendant, enfin donc je pense qu'on peut s'améliorer sur les dépôts de plainte, mais qu'il faut pas attendre que ça, ouais, enfin, mais je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est possible, et puis je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Toutes les choses positives que vous avez fait pour elle, ça peut changer beaucoup de choses, voilà. Alors, moi, je suis un des tampons, parce que je suis psychologue, et je travaille dans le milieu des violences conjugales depuis plusieurs années, et notamment en collaboration avec une avocate avec qui on a fait une association, on fait des groupes de parole, on essaye de mettre ces personnes-là en lien. Et en fait, ça, c'est énorme.
Et par rapport à ce qui était dit ce matin par Madame Daligan, où ces femmes-là, elles peuvent être énuclées, complètement coupées d'elles-mêmes par les phénomènes de dissociation, d'emprise, mais aussi par la dépendance concrète, économique, physique, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir de tout ça. Il y a tout un travail qui peut vraiment se faire avant la plainte, et peut-être que même la plainte ne viendra jamais, effectivement, mais où tout ce travail de retour à l'autonomie, de croire en elles, de retrouver leurs ressources, de retrouver ce centre-là qui est à l'intérieur d'elles-mêmes et qui, en fait, leur donne une énergie phénoménale pour créer leurs propres ressources et conditions pour pouvoir partir. Et moi, je le vois à chaque fois, et à chaque fois, des fois, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est impressionnant de force. Et je pense, et ça a été dit, je ne sais plus exactement par qui, mais que les médecins généralistes, je crois que c'est vous, que les médecins généralistes ont besoin de s'appuyer aussi sur les psychologues, vraiment, et les travailleurs sociaux, parce que nous, on fait un travail de reconstruction, parfois de construction, pour des femmes qui ont déjà été abusées enfants, enfin, qui n'ont connu que ça de leur vie, et qui n'ont jamais eu juste l'espace pour le faire. Et que c'est ça qui va aussi permettre qu'elles soient des mères différentes pour leurs enfants, donc casser le cycle de la répétition, que c'est ça qui va permettre qu'un jour elles décident que ça suffit et ça fait baisser tous les risques psychosociaux qu'on a cités, et c'est ça qui peut-être un jour leur permettra de lancer une procédure judiciaire qui va être tellement lourde et tellement violente en soi que vraiment s'il n'y a pas eu le travail de reconstruction avant, c'est une nouvelle violence qui peut facilement les faire basculer. Donc appuyez-vous sur les psychologues notamment. c'est vraiment important. Et les médecins généralistes, ils veulent pas nous entendre. Moi, j'ai essayé d'en rencontrer beaucoup et ils disent mais on n'a pas le temps, mais vous faites un métier bizarre ou oui mais elles viendront jamais. Alors qu'un médecin généraliste à qui une personne s'est adressée a fait suffisamment confiance, si ce médecin-là il dit écoutez, je connais quelqu'un, vraiment allez le voir, en fait elle va y aller très très souvent. Merci pour ce témoignage. Il faut continuer à taper contre les portes des médecins. C'est hyper important. Il faut que nous, médecins, on arrête de croire qu'on va tout régler tout seul. De toute façon, c'est un travail en réseau et c'est un travail en équipe. Et ça nous permettra, nous aussi, de nous enlever un poids en nous disant que c'est nous qui allons tout régler comme ça, du jour au lendemain aussi. Ça, c'est pas possible. Et plus on va pouvoir discuter et plus on va pouvoir rencontrer des professionnels comme vous qui êtes motivés et impliqués là-dessus, plus on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il faut toquer à toutes les portes. Ouais. Allez, une dernière remarque, question rapide. Bonjour, Marie-Laure Jolivet, je suis conseillère conjugale et familiale. J'en profite donc pour prendre la suite de la personne qui a pris la parole en tant que psychologue. Donc pour rappeler qu'il y a aussi des lieux ressources, donc les centres de planification et d'éducation familiale, avec des équipes pluridisciplinaires, et qu'on peut prendre en charge dans un suivi de longue durée, d'accueil déjà, un accueil rapide, où les femmes peuvent se présenter d'elles-mêmes, ce qui se passe. On est souvent aussi le premier lieu où ça se parle, alors soit auprès du médecin, soit auprès de l'assistante sociale, soit auprès de la psychologue, soit auprès de la conseillère conjugale et familiale. Et ça permet un accompagnement pour ces femmes très précieux, parce qu'on peut leur dire effectivement, nous sommes là pour vous, parce que nous, on se sent une équipe pour les accompagner. Parfois, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est l'orientation vers l'extérieur, parce qu'on a des fois des retours. On leur dit bon, il faut aller déposer plainte, il faut certificat médical, légiste à l'hôpital, et puis elles reviennent et nous disent non, on nous a renvoyés d'un endroit à un autre. Voilà. On est sur Saint-Priest, et c'est vrai que parfois on est un petit peu déboussolé quand on oriente et que les retours nous disent finalement j'ai relevé ma plainte. Alors c'est pas que pour ça, mais voilà. Et donc de rappeler aussi que ce sont des lieux où les consultations sont gratuites. Donc pensez à nous. Merci. On va faire la pause, clore cette troisième session. On recommence à 16h10. Et je vous recommande d'aller voir les associations qui sont à l'accueil. Le stand de GSF également. À tout à l'heure, 16h10. Et aussi de liker la page Facebook
Il y en a eu 36 pendant la séance, merci. Et revenez parce que ça va être super intéressant. Il y a les associations et après il y a la table ronde avec le réseau Aurore. Donc plus du concret sur comment mettre les choses en place au local. Merci.